Alors, comme techniquement, je suis plutôt sur mon diaporama, si jamais certains prennent la parole ou lèvent la main, Laurence, je te laisse m'alerter, me dire. Alors, peut-être pour commencer, pour planter un petit peu le décor de quoi on parle et quelle était un peu l'idée de ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. En fait, ce projet a été proposé dans le cadre d'un appel d'offres national de la GFIP national dans un appel à projet innovation. Et où l'idée, c'était de proposer des idées innovantes autour des enjeux du parcours professionnel et du maintien dans l'emploi. Donc, peut-être avant d'aller sur ces questions-là, le premier élément, c'est de se dire que pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui, au regard du taux d'activité, du taux d'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, hein, qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés, l'enjeu, il existe puisque quand le taux de chômage, alors ce sont des chiffres de 2021, mais quand le taux de chômage, on va dire, global est à 8%, pour les personnes qui bénéficient de l'obligation d'emploi, on monte à 14%. Donc évidemment, c'est un enjeu d'insertion dans le marché du travail, dans l'emploi, mais de notre point de vue, et du point de vue des partenaires autour des enjeux du handicap, c'est aussi un enjeu de maintien dans l'emploi ou en tout cas un enjeu de prévention de la désinsertion professionnelle. Et on voit dans les chiffres aussi que, par exemple, sur des profils seniors, deuxième partie de carrière, quand il y a à un moment donné un départ de l'emploi, une sortie de l'emploi, c'est particulièrement compliqué de retrouver un travail, en particulier quand il y a des problématiques de santé. Donc, ça nous apparaissait vraiment un enjeu important à investiguer donc, pour le réseau Anactaract, justement sous l'angle de cette question des parcours professionnels, des itinéraires professionnels, et de voir comment, à la fois en matière de prévention, c'est-à-dire que essayer de voir dans le parcours, essayer d'anticiper pour éviter à un moment donné que la problématique de santé vienne empêcher le maintien dans l'emploi, mais aussi après de pouvoir imaginer des parcours professionnels qui permettent aux personnes, malgré une problématique de santé, malgré une reconnaissance de travailleurs handicapés, de se maintenir dans l'entreprise, dans l'emploi, mais aussi de continuer à développer des compétences, à s'inscrire dans un parcours qui soit épanouissant et qui permette un accomplissement professionnel malgré soit un événement de vie, soit une maladie qui survient, soit un handicap plus ancien. Mais voilà, l'idée de la réflexion autour de cette proposition et de ce projet, c'était d'essayer de trouver, ou en tout cas de concevoir des outils et des méthodes qui permettent vraiment de permettre aux entreprises de s'emparer de cette question-là et de ces enjeux-là. Autre élément duquel on est parti pour pouvoir penser un peu cette proposition, c'est issu d'un rapport de l'IGAS qui démontrait que l'insertion ou le maintien des personnes en situation de handicap, elle est souvent envisagée alors sous l'angle de l'aménagement matériel, bien souvent, pas que, mais en tout cas majoritairement, et puis souvent à un instant T. Et c'est bien normal, c'est-à-dire que voilà, l'entreprise, elle a une problématique à un moment donné, et donc elle regarde la situation sous cet angle-là, sous l'angle des contraintes actuelles, plutôt des contraintes de santé, mais aussi des contraintes du poste. Et ce constat a tendance un peu à freiner la projection sur l'avenir et l'exploration de l'ensemble des situations, on va dire, potentielles professionnelles nouvelles. Donc, en partant de ce constat,
les collègues du réseau Anactaract, on a essayé en fait de concevoir et de penser un projet qui pourrait peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin sur ces enjeux-là que ce qui est fait actuellement, ou en tout cas aussi de s'inspirer des bonnes pratiques et des pratiques qui peuvent avoir déjà lieu sur ce type d'éléments. Donc voilà, le projet Impact, en fait, il propose d'explorer la question un peu autrement. En tout cas, il ambitionne de poser la question un peu autrement. Donc comme le disait Elisa en introduction, Impact, ça veut dire ingénierie de parcours articulant compétences, travail et handicap. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment d'expérimenter avec les entreprises. Quand j'ai présenté le réseau Anactaract, j'ai dit que il y avait ces 3 volets autour de nos missions, expérimentation, capitalisation et transfert. Donc là, on est vraiment dans l'objectif d'expérimenter dans un premier temps avec les entreprises une méthode innovante pour favoriser les parcours professionnels des salariés qui ont une problématique de santé. Alors, restriction d'aptitude ou reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc ça sera des choses sur lesquelles on pourra échanger, mais effectivement, on ne se concentre pas forcément uniquement sur les personnes qui ont déjà une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais ça peut aussi concerner des personnes qui ont une problématique de santé, qui peuvent avoir une difficulté reliée au travail et en lien avec la santé. Et ensuite, voilà, comme je le disais, l'idée dans un deuxième temps, ce sera de capitaliser et de transférer. Mais ça, c'est vraiment le travail du réseau Anactaract. Là, pour les entreprises, c'est dans un premier temps d'expérimenter avec vous, en fait, avec les entreprises sur une méthode. Élise, par rapport à ça, moi, je voulais repréciser qu'effectivement, d'autant que le constat qu'on fait, c'est que finalement, il y a plein de personnes qui, en tout cas, ne se déclarent pas aussi auprès de leur employeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment élargi le spectre et qu'on n'est pas resté sur une cible simplement des personnes qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'accord, effectivement. Donc, l'esprit du projet Impact, c'est en fait face à ces situations de maintien qui concernent, alors si ce n'est toutes les entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises au quotidien, c'est de pouvoir construire avec elles des moyens pour renforcer leur capacité à se centrer peut-être davantage sur l'exploration des possibles, ouvrir un peu le champ des possibles, plutôt que de se centrer sur l'inventaire des restrictions. C'est-à-dire que c'est souvent, et on comprend le point de départ, parce que c'est ce qui, à un moment donné, pose problème, et aux salariés et à l'entreprise. Donc plutôt que de rester centré sur les restrictions et de voir comment on peut travailler avec ça, c'est d'ouvrir un peu le champ des possibles et d'explorer l'ensemble des possibilités que l'entreprise peut offrir pour trouver des solutions. Et puis, c'est aussi essayer de voir comment on peut concevoir des moyens pour mobiliser et développer les compétences à partir de ça. C'est-à-dire que quand on ouvre le champ des possibles, est-ce que l'entreprise peut avoir des besoins qu'on aurait peut-être pas identifiés et en tout cas pas reliés aussi aux compétences que la personne en l'occurrence ou les personnes qui ont une problématique de santé peuvent avoir, et comment on peut aussi envisager de développer les compétences pour que les deux besoins se rencontrent. L'idée aussi, c'est vraiment de permettre aux salariés concernés de jouer un rôle actif. Alors ça, c'est déjà quand même très présent dans toutes les démarches de maintien dans l'emploi qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Mais c'est donc quand même de rester dans cet état d'esprit-là qui est que le salarié doit être le premier acteur de la démarche de maintien, et qu'évidemment, il est concerné au premier chef et qu'il doit y prendre une part essentielle. Autre élément, et là, c'est vrai que c'est ce que vraiment la vision peut-être que peut apporter le réseau Anactaract là-dessus, c'est, alors on a dit socialiser la problématique, c'est-à-dire essayer d'élargir un peu le cercle des parties prenantes sur ces questions-là.
pour en fait venir intégrer dans la réflexion, au-delà de la situation vraiment singulière ou très particulière de la personne qui rencontre une problématique de santé ou qui a une RQTH, c'est comment on intègre cette question-là plus largement dans les enjeux du collectif de travail, de l'équipe, sur, par exemple, comment la charge de travail va se répartir, comment on va équilibrer la distribution des tâches, la distribution du travail, et aussi d'y intégrer dans cette réflexion les instances représentatives du personnel, le CSE, pour pouvoir en fait mettre la question du maintien dans l'emploi, la question des parcours au centre vraiment des discussions professionnelles dans l'entreprise, c'est-à-dire de sortir vraiment d'une logique très individuelle pour essayer de socialiser un peu plus la problématique et de la rendre un peu plus collective. Évidemment, mais c'est un des sujets, on pourra en reparler si vous le souhaitez, en préservant, il ne s'agit pas de ne pas préserver le secret médical et de parler des choses qui concernent vraiment la santé, mais là, c'est plutôt d'évoquer les éléments du travail et de pouvoir mettre en discussion les éléments qui concernent la situation de travail, évidemment, et pas les éléments qui vont concerner la santé. Donc, la dernière idée, l'esprit du projet, c'est vraiment aussi d'inscrire la démarche dans une dynamique pour essayer vraiment d'avoir un suivi des évolutions dans le temps, qui soit, on va dire, dans une logique de moyen terme, et puis dans une visée vraiment de développement, que ce soit pour les salariés ou pour l'entreprise. Derrière cette idée de parcours, il y a cette idée d'évolution dans le temps et de développement des compétences et du parcours. Alors, un peu plus concrètement, parce que là, j'étais un peu dans l'esprit du projet. Ce qu'on... Oui, pardon. Non. C'est un micro qui n'est pas coupé. Je crois que quelqu'un voulait prendre la parole. Alors, je vais peut-être couper le micro. Je ne sais pas si je peux couper le micro à distance. J'essaye de le faire, je vois pas. Ah, c'est au niveau de... Ok. C'est bon. C'est coupé. Merci. Alors, pour aller sur des choses un petit peu plus concrètes, le format là qu'on propose aux entreprises pour s'inscrire dans cette démarche-là, c'est un format qu'on appelle l'ASIA, l'action collective innovante et apprenante, qui est en fait une action collective qui va regrouper entre 6 et 8 entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment de constituer un groupe, un collectif d'entreprises qui se réunit à échéances régulières, en séance collective. Donc, on envisage sur une durée à peu près de 12 mois, 5 à 6 séances collectives, donc de regroupement de différentes entreprises. Quand on dit donc 6 à 8 entreprises, pour chaque entreprise, c'est que ce soit un binôme paritaire qui puisse représenter l'entreprise. Je vous ai parlé de l'aspect paritaire de toutes nos interventions, de l'idée aussi là de socialiser le sujet du maintien dans l'emploi. Donc, ce sera important que puisse participer donc à cette action collective, un représentant de la direction, donc ça peut être un représentant du service RH, un représentant d'un service prévention, si on est sur une entreprise un peu plus importante qui a un service prévention, un dirigeant, un chef d'entreprise directement, et puis un élu du CSE, un représentant du personnel, ça peut être, si l'entreprise est un peu importante, quelqu'un de la commission SSCT. Et donc, c'est de réunir les binômes paritaires de ces entreprises à échéances régulières. Ces temps collectifs, ils ont vraiment plutôt vocation, alors c'est pour ça qu'on est dans une action collective innovante et apprenante,
à être des temps où on partage de la méthode, où on est vraiment dans une phase d'apprentissage à la fois par les apports qu'on pourra faire, nous, en tant qu'Aract, mais aussi d'apprentissage un peu les uns des autres. C'est-à-dire que quand on parle d'innovation, on est quand même bien persuadé que les entreprises font évidemment plein de choses autour de ces sujets. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi échanger des pratiques et apprendre du fonctionnement des uns ou des autres. Alors, j'y reviendrai, mais c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire une action collective qui soit multisectorielle, parce que même si les situations, évidemment, vont être différentes, ça peut être intéressant des fois de s'inspirer de ce qu'on fait dans un autre secteur d'activité, pour qui, par exemple, dans tel secteur, ça va être une pratique peut-être plus commune, mais qui n'est pas du tout explorée dans un autre secteur. Donc, on pense que ça peut avoir un intérêt de s'inspirer des façons de faire dans d'autres secteurs. Donc voilà, des phases collectives vraiment avec une visée d'apprentissage, d'émulation aussi entre les participants. Et puis ensuite, donc l'idée, c'est de repartir dans son entreprise et puis d'expérimenter vraiment des choses. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on pourra évidemment transmettre, apprendre et produire dans les temps collectifs, il s'agira ensuite, une fois revenu dans l'entreprise, de tester, d'expérimenter des choses. Donc évidemment, autour là de cette question des parcours, du maintien en emploi. L'Aract viendra aussi en appui lors de ces temps, alors qu'on appelle individuels de façon un peu erronée, mais on va dire dans ces temps directement dans l'entreprise, en fait. Puisque là, l'idée, c'est que vous puissiez, en tant que représentant, enfin, en tant que pilote du projet, par exemple, dans l'entreprise, mettre en œuvre les outils, la démarche qu'on pourra construire ensemble. Vous êtes évidemment le pilote à bord, mais l'Aract peut venir donner un appui, débloquer une situation, vous aider à certains moments pour que l'expérimentation se passe de façon la plus qualitative possible. Et l'idée, c'est vraiment que cette méthode, que ces expérimentations, elles vous permettent de penser peut-être un peu différemment le sujet grâce à ce qui pourra se dire dans les temps collectifs. C'est de tester des choses un peu différentes de ce que vous auriez pu déjà mettre en œuvre sur ces questions-là. En termes de méthodes et d'outils, donc ce seront des méthodes qu'on vous proposera, qui seront issues à la fois évidemment de l'expérience du réseau Anact-Aract, mais aussi issues de l'expérience et des méthodes de l'association Transfert et de la méthode IOD en particulier, intervention sur l'offre et la demande, qui est une méthodologie plutôt qui vient de la psychologie sociale, sur la médiation sociale, en fait, à la base plutôt destinée aux demandeurs d'emploi de longue durée, et qui justement s'inspire des théories en sciences sociales pour conduire justement l'entreprise à vraiment ouvrir le champ des possibles, se questionner sur l'ensemble des possibilités qui sont présentes dans l'entreprise et que peut-être ne sont pas visibles à un instant T, mais aider les acteurs de l'entreprise à vraiment travailler sur l'ouverture du champ des possibles. Donc voilà, la méthodologie, elle sera vraiment fondée sur ces deux regards et sur ces deux façons d'intervenir auprès de l'entreprise. Élise, peut-être que sous l'angle du SARH qui nous invite aujourd'hui, peut-être que vous pouvez peut-être en dire deux mots aussi, puisque vous êtes un des partenaires aussi qui déploie cette méthode. Ah, vous vouliez dire Elisa? Oui, vous vouliez dire Elisa, hein, j'ai entendu Élise, mais c'est moi en fait que vous voulez. Oui, alors effectivement, bon alors nous malheureusement la méthode IOD s'arrête au 31 août.
2022, on a effectivement déployé cette méthode d'appui auprès des entreprises destinées aux allocataires du RSA. Alors nous, c'était notre angle de personnes en recherche d'emploi, puisqu'on a été cofinancé par le département et le FSE pour mettre en place cette expérimentation. Donc, on a pendant 4 ans accompagné des entreprises à recruter autrement. Donc, on a effectivement pu mettre en emploi des personnes éloignées de l'emploi, puisque souvent, c'était des allocataires du RSA un peu inscrits dans le RSA depuis quelques années. Et la méthode qui permet de partir du postulat que personne n'est inemployable et que tout le monde est capable de travailler, quelle que soit son expérience, son vécu, voilà, sa formation. L'objectif, c'est surtout de mettre en position l'employeur à penser autrement le recrutement. C'est-à-dire que nous, on proposait des chercheurs d'emploi, donc on les appelait des profs, enfin, on les appelle, parce qu'on est encore dans les dispositifs jusqu'au 31 août, mais on appelle les allocataires du RSA des professionnels, parce qu'on estime qu'effectivement, on est tous professionnels de quelque chose. Voilà, et quel que soit le parcours. Et effectivement, cette méthode IOD qui existe depuis plus de 30 ans fait ses preuves parce qu'elle permet de mettre, de faciliter la reprise d'emploi auprès d'entreprises qui ont parfois des desiderata ou des envies de moutons à 5 pattes qu'on arrive à faire un petit peu et évoluer. Donc, on propose des candidats sans CV, sans lettre de motivation, voilà, uniquement sur des entretiens, on va dire, poste en marche. Alors, c'est-à-dire qu'on fait des entretiens directement sur le poste, voilà, qui est à pourvoir, ce qui permet de développer des discussions plutôt reliées à l'utilisation d'un matériel ou à la connaissance d'outils ou de plantes. Enfin, voilà, c'est vraiment pour tous les secteurs d'activité. Et ce qui permet en fait de voir plutôt la motivation et l'envie de la personne que ce qu'elle a su faire ou pourquoi elle n'a pas travaillé depuis des années. Ça, ce sont des questions qui ne sont pas posées par les employeurs dans le cadre de la méthode. Voilà, donc il n'y a pas d'entretien autour d'un bureau où on va demander les qualités, les défauts. Le fait de parler directement du poste permet vraiment de faire émerger des appétences que les gens disent pensent ne plus avoir ou ne pas connaître. Et en fait, on se rend compte que ça a vraiment un intérêt plus. Et cette méthode permet aussi de faire prendre conscience aux recruteurs que l'objectif, c'est aussi de pouvoir accompagner la personne qui arrive pour la fidéliser et la mettre aussi en mode je vais apprendre progressivement. Voilà, on ne peut pas être opérationnel comme quelqu'un qui est là dans une entreprise depuis 20 ans. C'est impossible. Tout le monde a démarré à un moment donné. Et ça, les employeurs ont du mal à l'oubli, en fait, qu'eux-mêmes, ils ont eu leur chance autrement ou qu'ils ont évolué au bout de quelques années et que ça, c'est pas acquis d'être un professionnel d'un service ou d'une entreprise en 2 jours, quoi. Ça ne se fait pas. Donc, l'approche IOD, elle est vraiment basée aussi sur ça, sur le fait que les nouveaux recrutés doivent arriver dans un contexte où la formation, où le binôme ou le tutorat est mis en place, où il y a une progressivité des tâches qui est abordée, ce qui permet aussi à tout le monde de se sentir bien et d'être aussi rassuré dans la prise d'un poste. Voilà, donc on est sur un accompagnement, mais qui est basé voilà, sur une réalité qui est qu'on n'est pas tous opérationnels en 10 minutes, quoi. C'est pas possible. Voilà, donc malheureusement, cette expérimentation, au bout de 4 ans, s'arrête le 31 août. Et on aura mis en emploi, ou en tous les cas, fait démarrer à peu près 450 à 500 personnes en 4 ans, avec un petit peu moins de 200 personnes sur des CDI et CDD de plus de 6 mois. Voilà, sur 2 territoires, les cantons de Nemours, enfin sur 3 territoires, Nemours, Montereau et Coulommiers. Voilà, et cette expérimentation s'achève à la fin de l'été.
malheureusement. Voilà. Mais je suis contente qu'il y ait un autre biais qui utilise IOD, qui est vraiment une méthode formidable. Voilà. Voilà pour IOD de notre côté. Merci beaucoup, Elisa. Effectivement, c'est important et c'est intéressant d'avoir voilà, votre regard, enfin votre explication très concrète, puisque vous l'avez effectivement pratiqué, vous connaissez. Donc nous, on sera en fait en partenariat avec les personnes de l'association Transfert qui est à l'origine, on va dire, de cette méthode-là. Ils sont basés à Bordeaux. Mais on travaille voilà, de façon en proximité avec eux sur les phases vraiment d'ingénierie, de préparation de ce qu'on pourra vous proposer, et de ce qu'on proposera aux entreprises pour expérimenter ensuite dans les entreprises, puisque c'est là où l'innovation, on va dire, consiste, c'est-à-dire qu'on va chercher une méthode qui voilà, a montré ses preuves et qui fonctionne sur la phase plutôt recrutement et sur des publics plutôt, effectivement, personnes éloignées de l'emploi, plutôt RSA, etc. Et là, on décale en fait la cible et on décale aussi le moment, même si, voilà, Elisa, vous avez bien décrit qu'au-delà du recrutement, il y a bien l'enjeu de l'intégration, du suivi. Et on est aussi parti de ce constat-là pour se dire, OK, pour quelqu'un qui, en fait, est peut-être déjà là dans l'entreprise depuis plusieurs années, mais qui, quelque part, connaît une forme de rupture à un moment donné, de par cette problématique de santé qui survient. Comment on traite cette question pour donner toutes les chances à la fois à la personne et à l'entreprise de trouver des solutions pour permettre le maintien, quoi. Merci beaucoup pour ces précisions, Elisa. Donc, pour revenir concrètement à la participation de l'entreprise dans cette action, comme je le disais tout à l'heure, on envisage donc cette action collective sur 12 mois, donc de septembre 2022 à septembre 2023, avec des sessions collectives à échéance régulière. Donc, ce format d'ASIA, c'est un format qu'on connaît bien dans le réseau Anactaract, qu'on a beaucoup utilisé, alors en particulier de façon sectorielle dans le secteur médico-social et sanitaire, mais pas seulement. Il y a eu aussi des actions collectives multisectorielles qui ont pu être déjà expérimentées. Et c'est un format qui fonctionne bien sur justement l'échange de pratiques. Enfin, à chaque fois, les retours qu'on a, c'est ça qui est très apprécié, d'avoir des temps d'échange, d'apprentissage mutuel avec d'autres entreprises, d'autres fonctionnements, qui permet vraiment d'ouvrir le regard grâce à cette méthode. Ce que peut-être la particularité, comme là on est sur, comme on le disait, on va chercher, on va expérimenter, on va innover en partant de cette méthode IOD et de la façon aussi dont on intervient dans le réseau Anactaract. On aura une phase d'analyse de la demande, en tout cas presque de problématisation, de connaissance vraiment de vos enjeux, de vos besoins un peu plus approfondis que ce qu'on peut faire sur d'autres ASIA. Donc, on va dire au dernier trimestre là, de 2022, enfin en tout cas septembre-octobre, il y aura une phase quand même assez approfondie avec les différentes parties prenantes dans l'entreprise, donc que ce soit évidemment les interlocuteurs direction, mais les éventuels, alors j'ai mis référent handicap entre guillemets parce qu'il ne s'agit pas forcément, on a bien conscience qu'il n'y aura pas forcément un référent handicap au sens presque légal du terme, mais voilà, quelqu'un qui s'occupe de ces questions-là, donc ça peut être effectivement une chargée RH, un responsable RH, peut-être un assistant prévention, enfin voilà, des personnes qui en fait au quotidien sont un peu l'interlocuteur sur cette question-là, mais aussi les élus du personnel et puis les acteurs de la santé au travail, donc en fonction de la taille de l'entreprise, soit dans un service interentreprise, soit dans un service autonome, ou s'il y a une infirmière de santé au travail sur site, par exemple, sur un site qui serait de plus de 300. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de bien poser les enjeux, le besoin, vos pratiques aussi, c'est-à-dire vraiment partir des pratiques actuelles, connaître voilà, ce que vous faites déjà pour répondre à ces enjeux-là, puisqu'évidemment, on a
bien conscience qu'on arrive et que beaucoup de choses ont déjà été et sont déjà faites sur ces questions. Et puis, on envisage donc une première séance en collectif pour vraiment lancer l'action en octobre à peu près, pour voilà, permettre aux entreprises de se rencontrer et puis lancer vraiment le travail en collectif. Et ensuite, voilà, ce sera cette alternance de séances collectives, d'appui direct dans l'entreprise entre, on va dire, novembre et septembre 2023, hein, de pouvoir, alors évidemment, on tient compte des congés, etc., mais c'est important. Le rythme est important parce que c'est important d'avoir ces rendez-vous en collectif pour aussi pouvoir voilà, faire avancer le projet en interne, l'expérimentation en interne. C'est vraiment là aussi par expérience. Ce système un peu de rendez-vous fonctionne plutôt bien. Et donc, c'est effectivement, alors j'y reviendrai sur ce que ça demande à l'entreprise. C'est un investissement en temps non négligeable, puisque voilà, il faut sortir de l'entreprise et se dégager du temps pour ces sessions collectives. Mais il y a vraiment, voilà, dans les retours d'expérience, vraiment un gain pour les participants quand on revient en fait en interne dans l'entreprise. Alors effectivement, ce qu'on attend quelque part et ce qu'on demande en termes d'engagement pour l'entreprise, alors premier point important quand même, non négligeable, c'est que la participation au projet, elle sera gratuite pour les entreprises, puisque je le disais, nous avons répondu à un appel à projet de l'AGFIP, donc ce travail-là, il sera financé sur des fonds AGFIP, donc c'est vraiment une participation gratuite pour l'entreprise. En revanche, ce qu'on demande en contrepartie, c'est vraiment un vrai engagement sur 12 mois. C'est-à-dire que quand on s'inscrit dans la démarche, c'est on communiquera les dates des sessions collectives bien à l'avance. Tout ça sera vraiment calé à l'avance, mais c'est vraiment de s'engager à une assiduité, à venir aux réunions collectives, à aussi dégager du temps pour pouvoir mettre en œuvre la démarche en interne. Donc ça, c'est vraiment important et essentiel pour la réussite du projet. Ce qu'on demande aussi, donc je le disais, c'est la participation d'un binôme paritaire pour donc autant collectif, un représentant de la direction et un élu du CSE. Et puis, éventuellement, ce sera des moyens investis pour le plan d'action. Alors, évidemment, qu'on ne peut pas estimer au démarrage, mais c'est que, voilà, si des actions alors qui seront, voilà, par exemple, de l'ordre organisationnel, des moyens puissent être mis en œuvre pour pouvoir appliquer ce plan d'action. Voilà, mais c'est surtout en fait du temps. Et on sait que c'est un enjeu évidemment important et fort pour les entreprises. Donc, ce qu'on recherche un peu dans le profil des entreprises, comme je le disais, c'est tout secteur d'activité, puisqu'on a la volonté dans ces temps collectifs que plusieurs secteurs d'activité soient représentés. En termes de taille, on est plutôt... alors, évidemment, tout ça est discutable et ça peut être variable, mais plutôt en termes de taille, entre 20 et 200 salariés. Alors, pourquoi 20 par rapport à l'obligation, effectivement, des 6%, mais aussi, on va dire, on était à plus de 11. L'idée, ce serait que l'entreprise puisse avoir un CSE avec un élu CSE, donc en termes de taille minimale. Et puis, en taille maximale, alors 200, 250, 300. En réalité, l'idée, c'est qu'on soit quand même sur plutôt des PME, enfin, une communauté d'entreprises de taille assez similaire pour que voilà, les enjeux soient quand même assez partagés. En tout cas, ça nous semble important. Et puis, dernier critère, on l'a marqué comme ça avec une fonction alors RH ou QSE structurée, c'est-à-dire que voilà, on puisse avoir un interlocuteur en fait sur ces questions RH. Alors après, ça peut être le chef d'entreprise sur une entreprise modeste, mais voilà, il faut
après qu'une disponibilité soit possible. Et on sait à quel point ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on l'a formulé comme ça. Et puis le dernier critère peut-être, mais qui est évidemment important, c'est que les participants et que l'entreprise soient volontaristes en fait, hein, sur les enjeux de maintien et qu'elle soit prête à innover. C'est-à-dire, voilà, on partira des pratiques existantes, mais comme vous l'avez vu, on va s'inspirer de méthodologies qui sont peut-être un peu décalées. Donc on va expérimenter, on va chercher avec vous. Donc voilà, il faut accepter d'être dans cet esprit-là. Alors évidemment, il ne s'agira pas de partir à l'aveugle, mais voilà, de travailler ensemble, on va dire, pour appliquer des méthodes et des outils un peu innovants. Voilà. Moi, j'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas, Laurence, si tu veux ajouter quelque chose. Est-ce que… Oui, peut-être juste sur l'engagement, hein, qui fera l'objet donc d'une lettre à signer. Et puis, je voulais reparler aussi de la notion du temps qui va être très importante, hein, c'est-à-dire qu'on va être aussi dans une progression et dans des démarches itératives, que ce soit le collectif d'entreprises qui va se structurer, et puis effectivement, en fonction de vos expérimentations. Et bien sûr, ça nécessite un temps long. Donc, ça veut dire que l'engagement, effectivement, sur un an, voilà, il va falloir pouvoir l'intégrer vraiment dans aussi votre calendrier. Et puis, peut-être revenir sur la notion d'innovation. En fait, l'innovation aussi, ce qui va être important, c'est que c'est pas tant l'idée de peut-être d'inventer à tout crin, hein, parce que l'innovation, c'est aussi s'inspirer de ce que font les autres, mais c'est aussi, et là tu l'as dit, mais peut-être sous une autre forme, c'est aussi de décaler aussi sa vision des choses pour pouvoir y revenir par peut-être un autre angle. Et comme là, l'avantage, c'est que vous êtes plusieurs à regarder aussi, ça peut être des problématiques similaires, mais aussi d'autres problématiques. L'idée aussi, ça va être effectivement de s'inspirer, d'enrichir, peut-être de tordre le cou aussi à certaines représentations et certaines façons de faire, hein, pour les réinterroger. Donc voilà, tout ça, ça participe de l'innovation. Oui, exactement. Merci Laurence.